Donc, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette troisième et dernière session du cycle de formation à l'anticorruption destinée aux PME et aux ETI. Ravi de vous retrouver encore une fois, Angélique, pour co-animer cette session. Donc, nous aurons le plaisir d'être ensemble 1 heure et demie et comme à chaque fois, avec une session assez interactive, vous pourrez poser évidemment vos questions au fil de l'eau et on pourra y répondre justement au fil de l'eau. Bonjour Angélique. Bonjour Émile, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis ravie de pouvoir intervenir à nouveau auprès de vous aujourd'hui sur un sujet assez important qui est l'évaluation des tiers. On abordera également toutes les mesures de vigilance qui peuvent être mises en place pour maîtriser au mieux, enfin en tout cas atténuer les risques de corruption générés par les relations avec les tiers. Et comme le disait Émile, n'hésitez vraiment pas à nous poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. L'idée, c'est qu'on puisse interagir et surtout répondre au mieux à vos interrogations si vous en avez. Et vous aurez bien évidemment à disposition le support de présentation à la fin. Tout à fait, oui, le support vous sera envoyé en effet en fin de session. Juste avant de débuter cette session, comme à chaque fois, quelques questions pour introduire le sujet. Je vous laisserai ensuite, évidemment, Angélique, les commenter. Donc, on va vous les poser tout de suite et comme à chaque fois, prenez quelques secondes pour y réfléchir, pour y répondre et on pourra les commenter ensuite. Voilà, le sondage vient d'être lancé. N'hésitez pas à prendre quelques secondes pour y réfléchir. On va lire les questions en parallèle. Donc, première question, est-ce qu'une PME a l'obligation, selon vous, d'évaluer ses tiers, justement, au regard du risque de corruption? Oui, non, vous ne savez pas. Deuxième question, est-ce que vous prenez en compte le risque de corruption dans vos relations d'affaires? Encore une fois, oui, non, ou vous ne savez pas. Enfin, dernière question, est-ce que vous mettez en place des mesures de vigilance ou de surveillance pendant vos relations d'affaires? Et si oui, n'hésitez vraiment pas à nous indiquer dans le chat quelles sont ces mesures, justement, que vous mettez en place. Et on pourra ensuite les commenter. On vous laisse quelques secondes pour y réfléchir et y répondre. Et n'hésitez pas encore une fois à nous indiquer, si vous le souhaitez, évidemment, les actions que vous mettez en place dans le chat directement. Eh bien, a priori, presque tous les participants ont répondu. Angélique, je vous laisse peut-être commenter les réponses. Oui, bien sûr, merci beaucoup à tous pour vos réponses. Euh, alors, je vais commencer tout de suite par la dernière question sur les mesures de vigilance, puisque je vois que moins de la majorité des participants aujourd'hui indiquent avoir mis en place des mesures de vigilance. Et vous verrez que finalement, c'est un peu le point central de notre présentation aujourd'hui. Après avoir identifié correctement les risques induits par une relation d'affaires, eh bien, il est vraiment important de pouvoir définir et mettre en œuvre des mesures de vigilance qui soient pertinentes pour maîtriser au mieux les risques. Donc, j'espère qu'on pourra vous apporter des réponses sur ce point-là. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Alors, sur les 2 premières questions, plus de la moitié ont répondu que les PME, oui à la question: «Est-ce qu'une PME a l'obligation d'évaluer ses risques au regard du risque de corruption?» Sachez qu'il n'existe pas d'obligation pour les PME. Il existe une obligation pour les grandes entreprises, hein, celles qui ont plus de 500 salariés et un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros, qui sont donc notamment assujetties à l'article 17 de la loi Sapin 2. Elles doivent mettre en place un dispositif de conformité anticorruption et entre autres, elles doivent évaluer les tiers avec qui elles travaillent sous peine, enfin elles peuvent faire l'objet de contrôle de l'AFA et en cas de manquement, l'AFA peut saisir la commission des sanctions qui pourra prononcer des sanctions administratives. Donc cette obligation n'incombe pas aux PME. Néanmoins, les petites entreprises ont un vrai intérêt à évaluer leurs tiers. On verra pourquoi par la suite. Et par effet d'entraînement, étant donné qu'elles travaillent avec des grandes entreprises qui évaluent leurs tiers,
eh bien, on constate que de plus en plus de petites et moyennes entreprises, mais également des ETI, mettent en place de manière volontaire des mesures pour prévenir et détecter la corruption et notamment, de manière volontaire, elles vont évaluer leurs tiers afin d'identifier le risque de corruption et de mettre en place des mesures pour atténuer ce risque. Ce qui est aussi très positif, c'est que plus de 3/4 ont répondu, prendre en compte le risque de corruption, dans les relations d'affaires. Donc on pourra, également, bien peut-être vous éclairer sur ce sujet si besoin, par la suite. Super. Alors, je lance les diapos. Merci beaucoup, Émile. Alors la présentation est, divisée en 2 grandes parties. La première sur, le dispositif d'évaluation des tiers au regard du risque de corruption. Donc j'essaierai de vous partager, le plus possible des bonnes pratiques, afin de vous aider, au mieux. La deuxième partie, est dédiée, à la définition, la mise en œuvre et au suivi de mesures de vigilance pour atténuer les les potentiels risques de corruption, qui sont induits par une, relation d'affaires. Et comme on vous l'a déjà, indiqué, n'hésitez pas, à interagir au fur et à mesure de la présentation. Pour commencer, vous avez ici un schéma qui illustre la manière dont on met en place un dispositif de conformité anticorruption. Ce schéma, il est présent dans les recommandations de l'AFA. Ces recommandations sont divisées en 3 grandes parties. La première s'adresse à tous les acteurs, publics ou économiques, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité, qui souhaitent mettre en place des mesures pour prévenir et détecter la corruption. La deuxième partie s'adresse aux grandes entreprises qui ont l'obligation de mettre en place un dispositif de conformité anticorruption et notamment l'obligation d'évaluer leurs tiers sous peine de sanctions administratives. Et dans cette deuxième partie, vous retrouverez plusieurs pages dédiées à l'évaluation des tiers. Ça peut être intéressant pour vous puisque les recommandations de l'AFA sont sont très détaillées. Il y a pas mal d'exemples, donc ça peut vous aider. Et sachez que la troisième partie est dédiée aux acteurs publics. Donc, il est également indiqué pour les acteurs publics comment mettre en place un dispositif d'évaluation des tiers. Alors j'en profite aussi pour vous indiquer ou vous rappeler, pour ceux qui ont déjà suivi les précédents webinaires, que l'AFA a publié un guide pratique à destination des PME et des ETI, qui est un guide assez pédagogique qui contient pas mal d'illustrations. Et dans ce guide, il y a une fiche dédiée à l'évaluation des tiers, donc ça pourrait aussi peut-être vous aider. Sachez aussi que fin d'année dernière, nous avons diffusé une enquête auprès des entreprises par le biais des fédérations et des associations professionnelles sur la mise en place d'un dispositif d'évaluation des tiers. Nous avons reçu plus de 400 réponses, majoritairement de grandes entreprises. Et avec ces réponses-là, nous souhaitions, et c'est toujours d'actualité, écrire des fiches pratiques pour aider au mieux les acteurs. Donc c'est en cours, ces fiches seront publiées l'année prochaine. Mais entre-temps, nous avons trouvé que les résultats étaient tellement intéressants que nous avons décidé de les publier pour aider encore une fois au mieux les différents acteurs afin de comprendre un peu les difficultés de la place pour pouvoir se comparer aussi entre pairs. Donc si vous souhaitez, vous pouvez également consulter ce document qui est disponible sur le site de l'AFA. Tout est disponible dans la section ressources. Vous avez guide pratique, fiches, études, etc. Et donc ce document peut aussi peut-être vous donner quelques indications sur les bonnes pratiques et les problématiques que rencontrent les entreprises dans la mise en place de la mesure d'évaluation des tiers.
Alors maintenant, si je reviens à ce schéma. Donc, vous voyez ce schéma, il y a 3 grands piliers. Le premier est l'engagement de l'instance dirigeante. Le deuxième est la mise en place d'une cartographie des risques. Le troisième est, le pilier de gestion maîtrise de risque. Et vous avez sur la droite pas mal de mesures. Toutes ces mesures sont citées par le législateur, donc dans l'article 17 de la loi Sapin 2, qui oblige les grandes entreprises à mettre en place un dispositif de conformité. Et vous voyez que parmi toutes ces mesures, il y a la mesure d'évaluation des tiers. Et vous voyez que cette mesure-là se situe dans un sous-pilier qui s'appelle un sous-pilier prévention. Pardon, mais à vrai dire, cette mesure, là, eh bien, en fait, elle sert, aussi bien à prévenir et à détecter, la corruption et le trafic d'influence, mais également aussi à remédier les risques d'une certaine, façon, puisqu'on va définir des mesures de vigilance, pour atténuer, ces risques. J'en reviens aux 3 grands piliers qui sont importants, ici, notamment pour la mise en œuvre de cette mesure-là, puisque, 1er pilier qui est l'engagement de l'instance dirigeante, effectivement, sans l'appui, de l'instance dirigeante, rien ne peut vraiment se passer. Il faut absolument que l'instance dirigeante soutienne cette démarche-là, cette démarche d'éthique, de conformité, de connaissance des tiers avec qui on travaille, de maîtrise des relations d'affaires et surtout qu'elle donne les moyens humains et technologiques pour mener à bien cette mission-là, mais également qu'elle soit impliquée dans les décisions à prendre, notamment lorsqu'il y a des décisions importantes, lorsque on est en relation avec des tiers qui présentent un risque élevé, un risque moyen, même un risque moyen ou élevé de corruption. Alors, parfois, c'est très difficile de faire comprendre à l'instance dirigeante qu'elle a en fait un rôle opérationnel dans la mise en œuvre de cette mesure-là, mais il est vraiment important de la sensibiliser. Pourquoi? Parce que déjà, c'est finalement les instances dirigeantes qui sont responsables des risques en fait que porte l'entreprise, c'est-à-dire que ce sont à elles d'assumer les risques liés aux activités de l'entreprise. Donc à partir du moment où on fait le choix, eh bien d'avoir une relation avec un tiers, risqué, au regard, de la corruption, parce qu'on est investi dans une activité, exposée, eh bien, l'instance dirigeante assume et donc doit, donner les capacités aux équipes, de mettre en place des mesures de vigilance. On les détaillera, par la suite. Alors évidemment, dans certains cas, certaines entreprises travaillent dans des secteurs sensibles, la défense, l'aéronautique, l'armement et cetera et n'ont pas d'autre choix que de travailler avec des tiers qui sont plus ou moins risqués. À ce moment-là, pareil, on ne va pas décider de rompre la relation d'affaires, mais ce sera à l'instance dirigeante de décider que oui, on conserve cette relation-là, on accepte le risque, mais on met en place des mesures pour atténuer au mieux les risques. Vous savez, cette mesure-là, s'appréhende en fait vraiment avec une approche par les risques. D'ailleurs, lorsqu'on parle gestion des risques, on a souvent, plusieurs possibilités qui est soit de assumer le risque, de transférer le risque, d'annuler le risque ou de, mitigate, je ne trouve pas le mot, je ne trouve jamais le mot en français, le risque. En l'occurrence, le risque de corruption est un risque qui ne peut pas se transférer à un assureur. C'est un risque qui peut s'annuler à partir du moment où on annule la relation d'affaires, où on décide de rompre la relation d'affaires. Mais par contre, c'est un risque qui s'assume et c'est un risque aussi qui peut pas être mitigué, mais plutôt être qui peut être entouré de mesures pour maîtriser au mieux le risque. Donc c'est dans cette démarche-là qu'il faut appréhender l'évaluation des tiers.
on le verra par la suite, avec une approche assez pragmatique aussi, qui est évidemment de ne pas passer du temps qui peut parfois être perdu à évaluer tous ces tiers, mais à bien définir, identifier les tiers qui nécessitent d'être évalués, de réaliser une évaluation qui soit pertinente et de décider des suites à donner, à savoir entrer en relation d'affaires, poursuivre une relation d'affaires ou arrêter la relation d'affaires et ou mettre en place des mesures de vigilance. Alors, je vois qu'on a déjà 2 questions. Atténuer les risques. Voilà, merci beaucoup, effectivement. Alors, allons maintenant dans le vif du sujet. Concrètement, comment mettre en place cette mesure en entreprise? Alors, pour commencer, déjà, qui on évalue et pourquoi? Alors, je vais commencer par le pourquoi. Pourquoi on évalue concrètement? Pourquoi rentrer dans cette démarche-là? On évalue, non pas juste pour évaluer ou faire plaisir aux régulateurs lorsqu'on est une entreprise qui est assujettie à l'article 17 de la loi Sapin 2 ou même assujettie à d'autres réglementations en matière d'évaluation des tiers. On évalue pour se protéger des risques auxquels l'entreprise est exposée, pour éviter de voir sa responsabilité pénale engagée, notamment pour des faits de corruption et ou de trafic d'influence. On évalue aussi pour prendre une décision, je viens déjà de le dire, d'entrer en relation d'affaires ou pas, de poursuivre une relation d'affaires ou pas et de mettre en place des mesures de vigilance. On évalue aussi parce que par exemplarité vis-à-vis des autres tiers avec qui on travaille, cela permet aussi de s'inscrire dans une démarche d'éthique, de conformité et qui montre aussi que l'entreprise souhaite maîtriser les risques, souhaite s'investir pleinement dans une démarche d'éthique, de transparence, et ça peut dans une certaine mesure constituer un avantage concurrentiel. Je le disais auparavant un petit peu, mais on le constate de plus en plus, les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas l'obligation d'évaluer leurs tiers souhaitent de plus en plus le faire volontairement parce qu'elles travaillent avec des grandes entreprises qui doivent évaluer leurs tiers et donc à ce titre leur demandent est-ce que vous avez mis en place un code de conduite, est-ce que vous avez mis en place des mesures pour prévenir et détecter la corruption, etc., etc. Qui on évalue? Alors, les grandes entreprises ont l'obligation d'évaluer leurs clients, leurs fournisseurs et les intermédiaires. Derrière intermédiaires, on entend les apporteurs d'affaires, les distributeurs, les importateurs exclusifs, par exemple. Les intermédiaires constituent une catégorie très spécifique puisque les intermédiaires sont souvent impliqués dans les schémas corruptifs et c'est pourquoi cette catégorie est très importante pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Mais il est aussi judicieux d'évaluer d'autres catégories de tiers qui peuvent présenter un risque de corruption pour l'entreprise. Tout dépendra évidemment de l'environnement et du profil de risque de l'entreprise. Mais il peut être pertinent, par exemple, d'évaluer les cibles de fusion-acquisition ou encore les bénéficiaires de mécénat et de parrainage. Sachez que sur ces 2 dernières catégories que je viens de citer, l'AFA a publié 2 guides pratiques dédiés, donc un sur les opérations de fusion-acquisition et un autre sur les opérations de mécénat et de parrainage. Vous retrouverez aussi ces guides pratiques dans la section ressources sur le site de l'AFA. Ces guides pratiques sont destinés aux entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Il peut être utile aussi d'évaluer d'autres catégories de tiers auxquelles on ne pense pas forcément, comme tous les partenaires d'investissement, les joint ventures, on en parlera par la suite, comment faire et jusqu'où aller dans l'évaluation. On peut également penser aux créditeurs, aux débiteurs. On peut penser aussi à toutes les personnes physiques et morales à qui on a accordé une garantie qui se retrouve dans le hors bilan, dans le compte hors bilan dans la comptabilité.
On peut penser aussi aux salariés. Avant, leur entrée dans l'entreprise, on va peut-être vérifier, eh bien, s'ils ne, se retrouvent pas dans une situation de conflit d'intérêts, avec les intérêts, de l'entreprise. Il peut être aussi, utile de vérifier, voilà, un certain nombre d'informations sur, leurs compétences, sur, aussi, s'ils n'ont pas fait l'objet de condamnation, et cetera. Donc ça fait partie finalement du dispositif, d'évaluation, des tiers. On peut également évaluer, toutes les typologies de tiers qu'on retrouve dans les prestations intellectuelles, comme les avocats qui parfois en fait ont un rôle de conseil, mais aussi un rôle d'intermédiaire. On peut aussi penser, à tous les consultants, en fiscalité, les consultants en marché public, et cetera, qui peuvent aussi finalement avoir un rôle, d'intermédiaire. On peut penser aussi, aux syndicats, dans certains secteurs d'activité, aux associations et fédérations professionnelles, et puis il y a encore plein d'autres catégories de tiers qui peuvent être utiles, mais tout dépend du secteur, d'activité. On évalue aussi bien les entreprises que les organisations publiques, que les personnes physiques extérieures. Alors, je propose qu'on regarde les 3 nouvelles questions. Oui. Bonjour, le périmètre d'évaluation des tiers au sens de la loi Sapin 2 doit-il couvrir les candidats à un emploi au sein de l'emprise assujettie? Le cas échéant, lesquels? Merci pour votre question. Non, les salariés ne sont pas, enfin les candidats et salariés ne sont pas prévus par l'article 17 de la loi Sapin 2. L'article 17 de la loi Sapin 2 vise les clients, les fournisseurs de premier rang, c'est-à-dire les fournisseurs avec qui vous avez une relation directe, mais ça peut être aussi intéressant de s'intéresser aux sous-traitants des fournisseurs, notamment lorsque vous êtes dans un secteur sensible, et les intermédiaires. Donc, pour répondre à votre question, même si les candidats ne sont pas couverts par la loi Sapin 2, lesquels, il peut être en fait intéressant d'évaluer tous les candidats qui, notamment sur les, alors je dis pas tous les candidats, je dis les candidats euh, qui, euh, qui candidatent pour des postes assez élevés dans l'entreprise, qui vont par exemple avoir un pouvoir décisionnaire fort, un pouvoir, une influence par exemple sur des décisions qui pourraient être prises par l'entreprise, qui vont être dans des fonctions qui peuvent être exposées au risque de corruption, comme les acheteurs, les commerciaux. On peut penser aussi aux auditeurs qui peuvent parfois se retrouver dans des situations de conflit d'intérêts. Donc il faut avoir une approche par les risques afin de viser les départements enfin les fonctions et les départements qui peuvent être plus ou moins exposés. Une autre question, comment évalue-t-on des organisations publiques? Alors je garde bien cette question et on en reparlera par la suite. Comment évaluer les tiers publics? Comment évalue-t-on une organisation, une autorité publique en sachant que parfois nous n'avons pas le choix que travailler avec ces autorités publiques, par exemple, surtout dans un secteur réglementé et dans des pays dont le risque de corruption est très élevé. Alors, on va en reparler par la suite, je garde bien ces questions-là, mais effectivement, il y a une vraie problématique de comment on peut évaluer les tiers publics, surtout lorsqu'on est dans une situation de dépendance économique où on n'a pas le choix. Comment, par exemple, aller demander au ministère des Armées quelles sont les mesures qu'il met en place pour prévenir et détecter la corruption, et comment le faire aussi dans des pays qui sont plus ou moins risqués au risque, qui sont plus ou moins exposés au risque de corruption. On y reviendra par la suite. Alors j'ai une autre petite question. Mais alors, j'ai l'impression que les questions sont dans 2 endroits différents. C'est peut-être moi qui me perds. Oui, non, une petite précision peut-être pour les participants. Essayez de poser vos questions si possible dans l'onglet Q&R, ce sera plus simple pour y répondre. Mais en effet, il y a une question dans le chat, Angélique.
Oui, alors je vais faire beaucoup d'allers-retours comme ça entre la présentation et le chat. J'espère que vous arrivez à suivre, mais je me dis que c'est la meilleure, manière pour répondre au mieux à vos questions et que notre présentation soit, assez compréhensible et interactive. Alors merci de repréciser la définition d'intermédiaire s'agissant notamment des consultants. Alors je vais vous dire, très honnêtement, il est très difficile de définir qu'est-ce qu'un intermédiaire. Vous avez un rapport de l'OCDE qui a été, fait en 2019, qui est plutôt intéressant, qui s'appelle «Les typologies d'intermédiaires». Je vous invite vraiment à consulter parce que c'est le rapport qui contient le plus de définitions et d'exemples, sur les intermédiaires et notamment sur leur implication dans des schémas corruptifs. D'ailleurs, les exemples, il y a plein aussi de citations d'affaires et donc les exemples peuvent vous aider, vous, lorsque dans votre cartographie, des risques, entre autres. S'agissant, de nous, notre matière, qu'est-ce derrière les intermédiaires peuvent être visés plein de typologies de tiers. Par exemple, je disais tout à l'heure, un avocat peut finalement avoir le rôle d'intermédiaire dans une activité. Donc, moi, je donnais comme exemple les apporteurs d'affaires, les distributeurs, les importeurs exclusifs, mais je donnais aussi comme exemple des consultants comme des consultants en fiscalité. Voilà, mais ce sont juste des exemples. Après, tout dépend encore une fois du secteur d'activité de l'entreprise. Alors, je propose qu'on continue la présentation. Alors, vous avez ici un aperçu que je vais évidemment je vais aller détailler des différentes étapes qui sont préconisées par l'AFA dans ses recommandations sur la mise en place de la mesure d'évaluation des tiers. Donc là, vous avez 5 grandes étapes qui sont préconisées par l'AFA, mais à vrai dire, il y en a 6. La 6e étant la formalisation. La formalisation est très importante puisqu'il y a un enjeu de formaliser la stratégie que vous avez, de comment vous allez vous y prendre pour mettre en place cette mesure-là, mais également la formalisation des dossiers d'évaluation des tiers qui vont donc de la recherche d'informations jusqu'à la prise de décision d'entrer ou pas en relation d'affaires. Et sur la prise de décision, il y a un enjeu de formalisation très fort, puisque notamment pour les cas risqués, comme on le disait, c'est à l'instance dirigeante de porter et d'assumer ces risques. Alors, si je rentre un peu maintenant dans le détail des étapes qui sont préconisées par l'AFA pour mener à bien ce dispositif d'évaluation des tiers. Alors, la première étape, c'est le recensement exhaustif, si possible, des tiers dans l'entreprise. C'est un exercice qui est colossal, qui est difficile à mener, mais c'est un exercice qui est essentiel tout simplement pour comprendre avec qui concrètement l'entreprise travaille. Et pour tout vous dire, on a eu des retours plutôt positifs de grandes entreprises qui travaillent avec des milliers et des milliers de terres, qui nous ont dit: «Oh là là, c'était compliqué, mais maintenant qu'on l'a fait, on est vraiment content parce que, ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure maîtrise, des relations, des différentes relations, d'affaires, de l'entreprise». Alors pour ce faire, il faut, aller chercher un peu partout dans l'entreprise. Il existe plusieurs sources de données qui peuvent être utiles. On va, souvent en premier lieu se diriger vers, les sources de comptabilité. Alors on va souvent y retrouver, les fournisseurs par exemple, mais on peut aussi, aller chercher, les, sources, de la direction des achats.
qui peut donner déjà une indication sur les tiers avec qui on travaille. On peut aussi aller voir les commerciaux pour chercher un peu les nouveaux tiers justement avec qui l'entreprise va ou souhaite travailler. Mais il y a aussi d'autres sources comme les outils de gestion. Si l'entreprise est dotée d'outils de gestion en matière de relations clients ou enfin de suivi de relations clients, mais aussi des outils de gestion. On l'a vu, bon, je viens de le citer, des achats, mais des fois il y a des outils de gestion qui sont un peu plus poussés et qui centralisent plusieurs informations sur différents tiers. Donc c'est pas mal de s'intéresser à tous ces outils-là. On peut aussi aller voir le service juridique et leur demander la liste de tous les contrats qui ont été signés avec des tiers. On peut aussi aller un peu chercher dans les registres qui sont tenus par l'entreprise, si elle en a, sur les cadeaux et les invitations, sur les conflits d'intérêts, sur les représentants d'intérêts, etc. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de sources en interne qui peuvent aider à identifier tous les tiers. Alors ici, il y a quand même une vraie problématique euh, qui est de pouvoir identifier à la fois les tiers avec qui on travaille déjà depuis un moment, ce qu'on appelle en général le stock, mais également les nouveaux tiers avec qui on est en train de contractualiser ou avec qui on a pour projet de contractualiser. Par ailleurs, j'ai cité un certain nombre de sources, mais il faut avoir en tête qu'il y a un certain nombre de tiers avec qui l'entreprise n'a pas de contrat, c'est-à-dire il n'y a pas de relation contractuelle. On peut avoir une relation sans contrat, on peut être lié avec un tiers sans lien juridique ni sans lien financier. Ou on peut être lié avec un tiers, avec un lien financier sans lien juridique. On pense, alors pour ce qui est de sans lien juridique et sans lien financier, on pense notamment dans certains secteurs d'activité aux autorités et aux administrations avec qui les entreprises travaillent et excusez-moi, ont besoin d'une autorisation par exemple pour un produit ou d'une licence pour une activité, etc. On pense aussi à des experts assez spécifiques dans certains secteurs d'activité. Que l'entreprise fait recours a recours à ces experts-là, mais n'a ni lien juridique ni lien financier avec eux. Donc il y a un enjeu de pouvoir déjà de se dire voilà, il y a des tiers avec qui on n'a pas forcément de lien contractuel et de pouvoir eh bien identifier toutes ces typologies de tiers dans l'entreprise. Alors ce que je disais, hein, cette étape-là, elle est assez longue, mais elle est très bénéfique pour la suite et elle est bénéfique aussi pour l'entreprise de manière générale, dans sa volonté de tout simplement bien maîtriser les risques, avoir un système robuste de gestion des risques. Alors, je vais juste prendre une petite question. Bonjour, selon les recommandations de l'AFA, l'évaluation des tiers doit être obligatoirement réalisée sur les fournisseurs de premier rang. Qui devrait-on considérer comme fournisseurs de premier rang? Uniquement ceux fournissant des services propres au secteur d'activité de l'entreprise qui déploie l'évaluation des tiers ou les fournisseurs faisant un gros chiffre d'affaires avec l'entreprise? Merci pour le partage de connaissances. Alors, il me semble avoir un petit peu répondu tout à l'heure. Sont visés effectivement par la loi les fournisseurs de premier rang, c'est-à-dire les fournisseurs avec qui l'entreprise a une relation contractuelle directe. Donc en fait, il n'est pas question de celles uniquement qui fournissent des services propres ou qui font un gros chiffre d'affaires. Non, pas du tout. C'est tout simplement le premier fournisseur avec qui l'entreprise a une relation directe.
ce fournisseur-là peut bien évidemment faire appel à des sous-traitants, mais il est recommandé lorsque vous êtes dans des secteurs d'activité sensibles ou lorsque vous êtes actif dans des pays qui sont exposés au risque de corruption, dans des juridictions non coopératives ou encore dans des zones qui favorisent l'évasion fiscale, eh bien de s'intéresser un peu à qui sont ces sous-traitants-là, comment ce fournisseur-là les a choisis, comment il travaille avec eux, est-ce qu'il a bien vérifié leurs compétences, etc. Alors voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Alors si on revient maintenant à nos étapes, prenons maintenant la deuxième étape. Donc après avoir identifié nos tiers dans l'entreprise, on va, ce qu'on appelle, créer des groupes de tiers. Alors ça peut paraître très théorique comme ça, mais en réalité, on est obligé de passer par cette étape-là, cette étape un peu théorique dans l'entreprise pour justement par la suite avoir une approche par les risques et viser et bien viser les tiers qu'on souhaite évaluer et ne pas décider de faire des évaluations juste pour faire des évaluations et perdre du temps. Donc ici, l'idée, c'est que une fois qu'on a identifié nos tiers, on va les regrouper. Donc on peut par exemple faire une dizaine de groupes, comme juste 5 groupes en fonction, encore une fois, de l'environnement et du profil de risque de l'entreprise. Donc en général, on va les regrouper en fonction de critères de risque qui sont le pays, où a lieu l'activité, où est le tiers, le secteur d'activité, mais également la nature du tiers. Est-ce que le tiers est un agent public ou pas, par exemple? Est-ce que le tiers est une personne publiquement exposée, par exemple? Mais on peut aussi prendre d'autres facteurs de risque, comme le niveau de dépendance. Est-ce qu'on est dans une situation de dépendance économique? Est-ce que on est dans une situation de monopole, etc. Il existe plein de finalement de critères qui peuvent être pris en compte, mais l'idée ici, c'est de ne pas non plus trop en prendre pour quand même avoir des groupes de tiers qui soient plutôt homogènes et qui permettent par la suite de bien viser les évaluations qui devront être mises en place. Alors, ce qu'on dit, c'est que en général, ces groupes de tiers sont réalisés sur le fondement de la cartographie des risques de corruption. Je vous le présentais au début de la présentation, pardon. Il est important d'identifier les risques de corruption auxquels l'entreprise est exposée et donc d'ailleurs les grandes entreprises ont l'obligation d'élaborer et de mettre à jour une cartographie des risques de corruption. Ça peut être aussi intéressant pour les PME de faire cet exercice-là, au moins d'avoir une vue d'ensemble quand même des risques auxquels ils sont exposés et de pouvoir du coup lier cet exercice-là à la mesure d'évaluation des tiers. Puisque finalement, dans votre cartographie des risques de corruption, vous allez avoir des scénarios normalement de risques où vous allez avoir l'entreprise et d'autres tiers et en fonction du contexte, de la relation avec le tiers, etc., vous allez avoir des scénarios qui sont plus ou moins élevés au regard du risque de corruption. Donc c'est pas mal de faire les exercices, que la mesure d'évaluation des tiers soit réalisée en lien avec l'exercice de cartographie. Mais évidemment, tout dépend des moyens qu'ont les entreprises et j'ai bien conscience que pour les PME, ça peut être plus problématique. Alors la troisième
étape, eh bien, c'est, la mise en place d'une méthode, d'évaluation qui est adaptée au niveau de risque de chaque groupe. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini nos groupes, on va se dire: «Eh bien, ce groupe-là, ne présente pas un risque élevé de corruption, donc je vais faire une évaluation, plutôt, faible. Ce groupe-là présente un risque élevé de corruption, donc je vais décider de, eh bien, rechercher pas mal d'informations, m'assurer de bien connaître le tiers et puis je peux aussi avoir, des tiers qui, en fait, représentent un risque tellement élevé de corruption que je vais décider, eh bien, de, pas forcément, perdre du temps à les évaluer, mais directement m'intéresser aux mesures de vigilance que je peux mettre, en œuvre pour maîtriser les risques si je souhaite conserver la relation d'affaires. Et la quatrième étape, alors on va la décrire par la suite, c'est finalement l'évaluation en tant que telle, l'évaluation individuelle du tiers. Et la cinquième étape, eh bien, c'est la prise de décision. Donc, en fonction des résultats de l'évaluation, est-ce que je décide d'entrer ou pas en relation d'affaires? Alors, je propose qu'on passe aux slides suivantes. On a une petite question justement sur l'identification des risques. Marie Gilbert qui nous demande s'il existe une cartographie des zones de risque. Alors non, il n'existe pas une cartographie des zones de risque. Par contre, sachez que l'AFA a publié deux recueils de fiches pratiques qui peuvent être intéressants pour les entreprises en matière d'évaluation des tiers. Le premier, il recense toutes les bases de données publiques qui sont utiles pour évaluer un tiers. Donc concrètement, quand vous évaluez un tiers, quelles informations je peux aller les rechercher et où je peux aller les rechercher. Et le deuxième recueil, il s'agit de recenser tous les indices qui permettent d'avoir une indication sur l'exposition d'un pays, d'une région, d'un territoire au risque de corruption. En général, les entreprises utilisent l'indice IPC, qui est l'indice l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Mais cet indice-là est très intéressant, mais il présente pas mal de limites. Notamment, il vise uniquement le secteur public et c'est une agrégation de 13 sources de données différentes qui se fondent sur des enquêtes d'opinion et des évaluations à dire d'experts. Donc en fait, c'est de la perception de la corruption. Mais en même temps, c'est très difficile aujourd'hui de mesurer la corruption. Donc si ça vous intéresse, il y a plus d'une vingtaine d'indices qui sont listés dans ce recueil. Ça pourra déjà vous donner une indication. Alors continuons. Alors là, je me retrouve donc dans l'étape d'évaluation individuelle. Concrètement, quelles informations je peux aller chercher, où et comment, et qui peut le faire? Alors déjà, commençons par le qui. En général, dans l'entreprise, ce sont les opérationnels qui vont aller rechercher ces informations-là. Pourquoi? Parce que les opérationnels, c'est eux qui ont le lien avec les tiers. C'est eux qui connaissent le mieux la relation avec les tiers. Donc, c'est eux qui sont à même, par exemple, de pouvoir répondre à des questions clés qu'on ne pourra même pas forcément répondre avec des sources de données publiques comme est-ce que le tiers a été représenté? Est-ce que le tiers m'a été recommandé? Est-ce que je travaille avec longtemps depuis ce tiers-là? Est-ce que le tiers est dans une zone exposée au risque de corruption? Est-ce que le tiers est un agent public? Etc. etc. Donc c'est vraiment à l'opérationnel au premier niveau de pouvoir répondre, récolter des informations sur le tiers. Et puis lorsque l'entreprise a une équipe conformité, une équipe juridique conformité, eh bien le rôle de ces personnes-là, c'est de pouvoir conseiller sur l'évaluation et dans certaines mesures, parfois réaliser un bout de l'évaluation, notamment pour les tiers très risqués. Mais attention,
Si ces personnes-là réalisent un bout de l'évaluation, il ne faut pas qu'elles interviennent dans le contrôle de ces évaluations par la suite, puisque là, on peut se retrouver dans un risque d'autocontrôle. Donc, il y a un point de vigilance ici à bien définir qui fait quoi. Et puis, j'ai déjà parlé du rôle de l'instance dirigeante sur les suites à donner pour les cas les plus risqués, bien évidemment. Alors, quelles informations on peut aller chercher? Imaginons, nous avons donc un tiers qui est, pas tr qui représente un risque plutôt faible de corruption. Eh bien, on va s'intéresser, à son identité, la date de création de l'entreprise, où est-ce qu'il se situe géographiquement, quelles sont son activité. On peut aussi aller un peu faire des recherches, sur les bases de données publiques, voir s'il n'y a pas des condamnations, etc. Maintenant, si on a un tiers qui représente un risque plus ou moins moyen, modéré. Alors là, je vous donne des exemples, mais je n'ai pas précisé. Évidemment, tous ces exemples-là ne sont pas exhaustifs et tout dépend du profil de risque et de l'environnement de l'entreprise. Donc, c'est adapté aussi à votre structure. Mais alors maintenant, imaginons donc un risque plus ou moins moyen, modéré. Alors là, il peut être utile, en plus des informations sur l'identité du tiers et des recherches en sources ouvertes, eh bien, de vérifier aussi si le tiers n'est pas sur des listes de sanctions, s'il n'a pas fait l'objet de condamnations. Vérifier bien évidemment s'il ne s'agit pas d'un acteur public ou d'une personne publiquement exposée. Il faut aussi vérifier si cette personne-là n'est pas en interaction avec un agent public ou une personne publiquement exposée. Il peut être aussi intéressant à ce niveau-là de vérifier si la personne a bien les compétences pour ce qu'on lui demande de faire. Il peut être aussi pertinent de vérifier quelles seront les modalités de rémunération qui sont prévues. Et ça, on pourra le détailler par la suite. Maintenant, si on a un tiers qui présente un risque élevé, alors comme je vous le disais, parfois, il peut être intéressant de finalement tout de suite s'intéresser aux mesures de vigilance qui peuvent être mises en œuvre pour être efficaces, mais c'est quand même bien de rechercher des informations pour mieux comprendre le tiers. Et là, on peut peut-être essayer de remonter la chaîne actionnariale du tiers, donc remonter tous les bénéficiaires effectifs. Alors c'est un exercice qui n'est pas évident puisque dans certains pays, les registres de bénéficiaires effectifs ne sont pas accessibles publiquement, mais ça peut quand même donner une indication. Maintenant, dans tous les cas, si le tiers, que ce soit sur n'importe quel niveau de risque, ne vous donne pas l'information, ne veut pas coopérer ou encore vous indique ne pas avoir l'information, eh bien, au lieu de passer du temps à essayer de chercher cette information qui va être difficile à avoir, il est pertinent de prendre en compte, ce refus de coopérer ou encore ce manque d'informations, sur la structure du tiers, comme un red flag directement, un red flag plutôt élevé, et qui du coup aura un incident sur la manière dont vous travaillerez avec lui par la suite. Sachez qu'un tiers qui ne sait pas répondre, à la question sur ses bénéficiaires effectifs, c'est un red flag. Ça veut dire que la structure, actionnariale n'est pas claire et n'est pas transparente. Alors, où aller chercher ces informations-là? Alors là, je propose qu'on aille assez vite dans la présentation. Donc, je vous invite à consulter le recueil de fiches pratiques où vous retrouverez des dizaines de sources, où vous pourrez retrouver ces informations-là. Évidemment, tout ça doit se faire dans le respect, du droit de la vie privée et aussi de la protection des données personnelles. Je précise aussi, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse et c'est important, sur, les moyens de collecte pour récupérer ces informations-là. En entreprise, il existe plusieurs possibilités.
soit par exemple un petit questionnaire en interne qui sera diffusé auprès des opérationnels afin de savoir, par exemple, est-ce que c'est un tiers qui a été recommandé, voilà. Hem, mais vous avez aussi la possibilité, eh bien, de construire un questionnaire avec une certain dem une un avec une demande d'information, mais aussi de pièces justificatives qui sera donc, ce questionnaire sera envoyé directement au tiers. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui utilisent, ce mode-là. C'est un mode qui a des limites. Pourquoi? Puisque c'est fondé sur du déclaratif, donc le tiers peut très bien ne pas répondre, bien aux questions. Il peut aussi vous répondre tout de suite. Vous pouvez aussi recevoir un super questionnaire, mais finalement, ça ne reflète pas la réalité de comment il travaille derrière. Donc il faut aussi avoir tout ça, en tête. Hem Il y a aussi d'autres moyens pour collecter, des informations, notamment des entretiens et notamment lorsque vous avez un doute avec un tiers, dès qu'il y a un doute, il vaut mieux, à ce moment-là, en informer peut-être l'instance dirigeante et de dire: «Eh bien là, je pense qu'il y a un intérêt à ce qu'on rencontre le tiers, qu'on lui pose des questions et peut-être au feeling aussi, voir s'il répond aux questions, voir aussi si, vous pensez qu'il est vraiment compétent, par exemple, pour le service qui lui sera, demandé, mais aussi s'il va respecter les règles qu'on lui demande de respecter. Par exemple, sur le fait de ne pas offrir, des cadeaux et des invitations pendant les périodes d'appel d'offres, sur le fait de, sur le fait, eh bien, aussi de déclarer des potentielles situations de conflit d'intérêts avec l'entreprise et cetera et cetera. Les entreprises ont aussi la possibilité de faire appel à des prestataires, en matière d'intelligence, économique dans certains cas. Ça se fait de plus en plus, donc elles préfèrent, finalement, externaliser cette démarche-là d'évaluation des tiers à un prestataire afin d'avoir vraiment une meilleure exhaustivité des informations. Alors, je regarde les questions en même temps, excusez-moi. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez, des questions par rapport à ce que je viens de dire, parce que je pense que c'est une étape qui est, très importante dans le dispositif d'évaluation des tiers. Alors, merci de repréciser la définition d'intermédiaire. Non, pardon, ça j'ai déjà répondu à la question. Oui. Mhm. Excusez-moi. Hem Registre de bénéficiaires effectifs. Quelle est exactement la définition de ces bénéficiaires effectifs? Exemple. Alors, là, vous me posez une question qui n'est pas évidente. Vous retrouverez, je pense, beaucoup d'informations en source libre, mais ces bénéficiaires effectifs, en fait, sont, des entités qui détiennent l'entreprise, hein, et souvent moi, au lieu de parler de bénéficiaires effectifs, je préfère toujours dire remonter la chaîne actionnariale de l'entreprise. C'est, comprendre, en fait, finalement, qui détient et jusqu'où détient, et jusqu'à quel pourcentage, pardon, est détenue l'entreprise par ces, entités-là. Alors j'ai 2 commentaires: exhaustivité et objectif de l'information en passant par un tiers. Alors je pense que vous étiez en train de réagir à certains de mes propos. Je n'ai pas été assez réactive pour voir vos commentaires, mais je vous en remercie. Petite question également, Angélique. Est-ce Oui, qu'il existe un lien pour vérifier si une entreprise n'a pas été condamnée? oui. Alors en fait, il existe plusieurs sources, qui permettent, de le voir. Vous avez, tout est plutôt bien détaillé dans le recueil de l'AFA. Mais en fait, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois si l'entreprise est par exemple n'a pas été sur des listes de sanctions, mais aussi si elle n'a pas été condamnée, par exemple par des banques de développement. Vous avez le groupe mondial, le groupe de la Banque mondiale qui a un mécanisme de sanction assez propre, et qui, divulgue publiquement les entités, qui n'ont pas respecté, ces, guidelines en matière d'intégrité et qui ont fait l'objet, par exemple, de sanctions, par le groupe, de la Banque mondiale.
Vous avez aussi des décisions de justice qui sont en libre accès, notamment pour celles enfin, qui sont passées par la Cour de cassation. Évidemment, toutes les décisions de justice ne sont pas accessibles aujourd'hui, mais vous avez quand même pas mal de ce qu'on appelle le negative news. Vous avez quand même pas mal d'informations dans les journaux, que ça soit la presse locale, régionale ou nationale ou encore internationale, qui peut donner des indications. Et vous avez aussi toutes les entreprises qui émettent des titres sur un marché réglementé et qui ont l'obligation de mettre en place des mesures au regard de certaines réglementations anglo-saxonnes ou même du coup comme françaises, nous, avec notre article 17 de la loi Sapin 2. Et ça peut vous donner aussi une indication sur les entreprises qui n'ont pas respecté leurs obligations réglementaires. Voilà quelques pistes. Alors, je propose de continuer. Alors là, maintenant, vous avez ici un aperçu de plusieurs exemples de facteurs de risque qui portent à la fois sur le tiers et sur la relation avec le tiers. Comme je vous l'indiquais précédemment, il est tout à fait possible de décider d'entrer en relation d'affaires ou de continuer une relation d'affaires avec un tiers risqué, mais il est important de mettre en place par la suite des mesures de vigilance. Là, vous avez du coup pas mal d'exemples. Alors, je vais parler maintenant de l'exemple qui n'est pas d'ailleurs finalement, qui ne se voit pas ici, mais lorsque vous travaillez avec un tiers public, on a eu une question en début de présentation sur comment évaluer ces tiers-là. Évidemment, ce n'est pas évident en fonction de si vous travaillez avec notamment que ce soit une petite collectivité comme une grande région ou encore un ministère. Donc déjà, en fonction de la taille de l'entité, il y a un enjeu. Mais voilà plusieurs pistes. La première, c'est que sachez que tous les acteurs publics aujourd'hui, depuis la loi Sapin 2, doivent mettre en place des mesures pour prévenir et détecter la corruption. C'est l'article 3 de la loi Sapin 2 qui le prévoit. Ces entités-là ne sont pas soumises, enfin, peuvent être contrôlées par l'AFA, mais il n'y a pas un mécanisme de sanction comme c'est le cas pour les entreprises. Néanmoins, depuis maintenant bientôt 8 ans après la création de la loi Sapin 2, les acteurs publics sont quand même dans une démarche de mettre en place des mesures efficaces pour prévenir et détecter la corruption. Donc une entreprise est tout à fait dans son bon droit de demander à l'acteur public, est-ce que vous avez un code de conduite? Est-ce que vous avez mis en place des mesures pour prévenir et détecter la corruption? Sachant que normalement, par exemple, dans tous les grands ministères, il y a l'obligation d'avoir un référent déontologue. Donc voilà, sachez déjà qu'il y a des obligations qui portent sur les acteurs publics. Ensuite, dans la relation d'affaires en elle-même, il peut effectivement être parfois, dans le dialogue, il peut être compliqué de faire comprendre à l'acteur public que vous avez besoin de formaliser votre évaluation pour pouvoir mettre en place des mesures par la suite. Mais là, il y a un enjeu aussi de communication et de sensibilisation. À savoir de faire comprendre que bien vous souhaitez vous assurer que par exemple, il n'y ait pas de cadeaux et invitations pendant les périodes d'appel d'offres. Vous souhaitez vous assurer que il y a un circuit clair sur les différentes approbations qui auront lieu dans le cadre de l'activité. Vous souhaitez vous assurer que les transactions soient bien enregistrées dans la comptabilité, par exemple. Donc en fait, il y a aussi un enjeu de communication et par effet d'entraînement, normalement, les différents acteurs, en fait, doivent s'entendre sur les mesures anticorruption qui sont mises en œuvre.
Alors, là, j'ai, pour, maintenant revenir sur les différents facteurs, qui sont, indiqués sur cette, slide-là. Je vais pas tous les détailler parce que le temps passe vite. Mais, je pense que j'ai déjà un peu donné des exemples. Mais voilà, sachez que c'est important de les prendre en compte. Vous avez aussi d'autres facteurs qui sont, détaillés dans les recommandations de l'AFA si ça vous intéresse. Alors, pour répondre à la question, vous pouvez passer à la slide suivante, Émile. Pour répondre à la question: quel type d'obligations réglementaires citées à l'instant? Donc, les acteurs publics, sont en fait, doivent mettre en place des mesures pour prévenir et détecter les différentes atteintes à la probité au titre de l'article 3 de la loi Sapin 2. En ce qui concerne les acteurs publics, étrangers, alors effectivement, c'est moins évident, mais pareil, ici, il y a aussi un enjeu, de sensibilisation, de communication, auprès du tiers. Dans tous les cas, ce qui intéresse, ce qui est important pour l'entreprise, c'est de maîtriser le risque. Donc on le verra par la suite, surtout quelles mesures peuvent être mises en place pour atténuer au mieux le risque avec ces acteurs publics, et étrangers, notamment lorsqu'on n'a pas le choix pour, les activités de l'entreprise d'être en lien avec eux. Alors là, j'avais mis une petite slide, sur, les points de vigilance lorsqu'on est justement en relation avec des acteurs publics et des personnes publiquement exposées. Donc j'en ai déjà, bien parlé, mais vous pourrez la consulter tranquillement et notamment en bas à droite, vous avez des exemples de mesures qui peuvent être, mises en place, à savoir, déjà bien identifier les risques. C'est déjà beaucoup, bien identifier les risques auxquels l'entreprise est exposée dans le cadre de ses relations avec, des, tiers, publics, et mettre en place un suivi renforcé, aussi bien par, comptable que par des mesures de contrôle interne des relations avec ces tiers, et on va parler par la suite justement de ces mesures, de contrôle interne. Alors je propose qu'on aille à la slide suivante, Émile. Alors, un petit rappel, sur, les conclusions à tirer des évaluations. Donc je l'ai déjà beaucoup dit. Donc on évalue pour prendre une décision. Ce qui est important, c'est de bien formaliser et d'enregistrer les décisions qui ont été prises, de pourquoi, on a décidé d'entrer en relation d'affaires avec un tiers, risqué, ou de poursuivre. Pourquoi on a fait telle évaluation, pourquoi on a décidé d'évaluer tel tiers et pas d'autres tiers, et cetera, et cetera. Ce qui est important vraiment, c'est de formaliser le plan d'action, la stratégie que vous avez, en interne, afin aussi, déjà en cas de contrôle, si vous êtes une grande entreprise assujettie à l'article 17 de la loi Sapin 2, mais je sais bien qu'ici sont, majoritairement, présentes des petites et moyennes entreprises. Donc ici, il y a surtout un enjeu, vis-à-vis des personnes qui prendront la suite aussi pour la mémoire de l'entreprise, surtout notamment dans le cadre de relations de longue durée avec des tiers. Et il est important aussi de bien formaliser les personnes qui sont à l'origine de ces décisions-là. Alors, on peut aller à la slide suivante. Dans le cadre de l'évaluation, des tiers, il y a, aussi un enjeu important de renouvellement et de mise à jour. C'est-à-dire que, les relations avec les tiers peuvent faire l'objet de changements, en fonction aussi des changements dans l'organisation, des changements réglementaires, la stratégie de l'entreprise de renforcer des activités peut-être dans un pays, et cetera. Et donc c'est important de pouvoir mettre à jour l'évaluation, heu
s'il y a un changement significatif, et du renouveler, peut-être, entièrement, l'évaluation si besoin. Ça veut dire de refaire des recherches sur le tiers. Alors, ce qui peut être utile, c'est donc, d'avoir, peut-être un petit outil de gestion, qui permette, d'avoir une vision assez claire du nombre d'évaluations qui ont été réalisées, sur les tiers, faibles, moyens, élevés et cetera. L'échéance de, renouvellement, de l'évaluation, en fonction, du niveau de risque. Mais aussi, en fonction des décisions qui ont été prises. Donc là, vous avez, quelques exemples d'indicateurs, ci-dessous, et vous retrouverez, pas mal d'exemples également dans les recommandations, de l'AFA. Donc voilà, tout ça s'inscrit, dans une démarche de pilotage, opérationnel, afin d'avoir une vue d'ensemble assez claire, de ce qui a été réalisé et de ce qui devra être réalisé par la suite. En tout état de cause, c'est une matière quand même qui demande, d'être au fait de tout changement. Donc ça veut dire, qu'il faudra aussi sensibiliser, les opérationnels qui ont la relation avec les tiers, afin qu'ils puissent, donner l'information en interne s'ils sont au courant d'un changement, sur le tiers. Alors, un petit mot maintenant sur, l'archivage et la conservation, des données. Sachez que, les dossiers d'évaluation des tiers peuvent être conservés jusqu'à 5 ans après la cessation de la relation, d'affaires, ou après la date d'une opération, occasionnelle, sous réserve bien évidemment d'une législation, locale, plus exigeante, et il appartient aux responsables du traitement, des données de l'entreprise de déterminer, les durées de conservation, appropriées, selon les finalités de traitement. Alors, je vous propose de jeter un œil aux questions, et maintenant on va pouvoir passer à la deuxième partie qui, je pense, va vraiment vous intéresser, sur, les mesures qu'on peut mettre en œuvre pour, atténuer au mieux les risques, portés par, les relations d'affaires. Alors je lis les questions pour tout le monde. Si un potentiel futur client demande à l'entreprise d'adhérer à un groupe de fournisseurs pour pouvoir faire affaire avant même d'avoir établi des relations commerciales. Heu, Est-ce assimilable à de la corruption? Alors, en l'état, ce n'est pas, heu en l'état, là, il n'y a pas de schéma de corruptif, hein. Pour rappel, la corruption, c'est le fait d'octroyer un avantage en contrepartie de l'accomplissement ou du non-accomplissement d'un acte, et l'avantage peut se, matérialiser par plein de choses, hein. Ça peut être de l'argent, ça peut être un ça peut être une ristourne, un rabais, ça peut être, une mise à disposition de services, mise à disposition d'un avion, le fait de faire embaucher, une personne dans une entreprise, et cetera. Je pense que, j'aimerais bien vous répondre davantage, mais je pense il me manque peut-être plus d'éléments dans votre, question. Si vous voulez, vous pouvez la reposer à la fin. En tout cas, là, comme vous le présentez, je penserais à du favoritisme, si on est dans le cadre de marchés publics, bien évidemment. Mais j'aurais besoin de plus d'éléments. Quels conseils donnez-vous pour formaliser ce plan d'action? Alors,
Oui, donc tout à l'heure, j'indiquais qu'il est important de formaliser une stratégie, un plan d'action pour mener à bien cet exercice-là. Comme bonne pratique, j'en ai pas beaucoup à vrai dire, si ce n'est, d'avoir un document clair qui indique, la réflexion, pourquoi on a décidé de s'intéresser à tel tiers et pas tel autre tiers, la méthode qui a été choisie. Par exemple, là, moi, je vous ai présenté une méthode en 6 étapes. Eh bien, vous, quelle méthode avez-vous choisi de mettre en place? Quelles sont les personnes qui sont décisionnaires on a parlé de l'instance dirigeante, mais on peut avoir d'autres personnes dans l'entreprise qui sont décisionnaires, comme s'il y a un service de gestion des risques, un service d'audit, un service de contrôle interne, etc. Euh, En fait, l'idée, c'est de formaliser un peu toutes les modalités de cette réflexion-là. Après, ça peut être sous format Word, enfin, après, c'est comme vous le souhaitez, vous. Sur ce point-là, alors une autre question sur ce point-là, avez-vous des préconisations aux entreprises sur la périodicité des renouvellements? Alors pour faire bref, hem, souvent, on entend vous savez, le 1-2-3, ou le 1-3-5. Donc on renouvelle tous les ans pour les cas risqués, on renouvelle, tous les 2 ans ou tous les, 3 ans pour les cas modérés et on renouvelle, tous les 3 ou tous les 5 ans pour les cas, faibles. Attendez, pour les 1 an, je voulais dire pour les cas élevés, pardon. Hem, donc c'est assez commun de voir, cette échelle-là. Alors, j'espère que j'ai bien dit tout à l'heure, je crois que je me suis, confondue toute seule, mais je pense que vous m'avez comprise, entre élevé, moyen, faible. Donc ce que je veux dire, c'est que, souvent on voit ces échelles-là qui peuvent être pertinentes ou pas. En fait, tout dépend de la stratégie de l'entreprise. Peut-être qu'un tiers qui est élevé, en fait, on va pas reconduire son évaluation, tous les ans parce qu'en fait son évaluation, in fine, elle est reconduite tous les jours, à partir du moment où, on va être en veille permanente, de savoir s'il n'y a pas des condamnations, s'il n'est pas sur des listes de sanctions, et cetera. Et puis pareil, si sur des tiers aussi qui présentent un risque, élevé, très élevé, ce qui nous importe nous, c'est les mesures qui vont permettre de maîtriser les risques. Donc c'est, je il y a plusieurs pistes, vous en retrouverez aussi dans les recommandations de l'AFA, mais ce qui est important, c'est de définir, des dates de renouvellement qui soient cohérentes au regard des risques qui ont été identifiés, mais aussi qui soient cohérentes au regard des ressources de l'entreprise. Alors, je propose maintenant de continuer. Alors effectivement, il nous restait, alors là, on est maintenant donc dans la deuxième grande partie sur, les mesures de vigilance qui peuvent être mises en place. Alors, pourquoi on fait ça? Eh bien, pour atténuer les risques et prévenir toutes les conséquences, qui peuvent être dramatiques pour l'entreprise, les conséquences, juridiques, réputationnelles, financières, économiques et cetera, s'il y a, commission de faits de corruption et trafic d'influence. L'idée, c'est d'adopter une approche par les risques et de mettre en œuvre des mesures qui soient cohérentes et pertinentes, et adaptées au modèle économique de l'entreprise. Qui est en charge de mettre en œuvre ces mesures? Eh bien, ce sont les opérationnels, mais aussi les fonctions comptables, les fonctions juridiques, les fonctions de la conformité, gestion de risque, contrôle interne, etc. Finalement, beaucoup de personnes sont impliquées à différentes échelles. Et tout cela, bien évidemment, avec le support du management et sa validation pour les cas les plus risqués. Alors maintenant, je vais vous présenter quelques exemples de mesures de vigilance qui peuvent être mises en œuvre. Vous avez à la fois on peut aller au slide suivant. On a à la fois des mesures formelles et des mesures structurelles. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Dans les mesures formelles, il est déjà primordial, de formaliser par voie contractuelle les différents engagements.
Donc il est de plus en plus fréquent de mettre en place, des clauses anticorruption, conformité, éthique et cetera. Mais dans ces clauses-là aussi, de formaliser des règles très strictes, lorsque c'est nécessaire sur, les cadeaux et les invitations, sur la déclaration des conflits d'intérêts, sur, le choix d'externalisation auprès de sous-traitants et cetera et cetera. Donc premièrement, il y a un enjeu de, pouvoir, bien formaliser les engagements auprès du tiers. Ça se fait de plus en plus, on voit de plus en plus apparaître ces clauses-là, donc c'est tout à fait normal, de demander au tiers de dialoguer avec le tiers sur ces engagements-là et si le tiers refuse de dialoguer, eh bien, il faut le voir déjà comme un red flag et le prendre en compte dans la manière dont on va travailler, avec lui. Il est aussi important, toujours dans le cadre de mesures, assez formelles, eh bien, de sensibiliser le tiers sur les risques de corruption auxquels est exposée l'entreprise, de par sa relation avec ce tiers-là. Alors parfois, c'est pas évident, mais c'est vraiment important d'essayer ici de communiquer un maximum avec lui, soit de prévoir une petite formation ou alors de faire cette, sensibilisation, formation au moment des informations qui seront recherchées sur le tiers-là, au moment aussi finalement du dialogue contractuel, à voir comment l'entreprise s'organise. Mais, il est, assez essentiel ici déjà de pouvoir, sensibiliser le tiers, sur les risques, réels que dont l'entreprise est exposée et donc, au même moment, il peut être aussi pertinent de communiquer au tiers les règles de l'entreprise. C'est-à-dire si l'entreprise a un code de conduite, qui, illustre, les règles, les valeurs de l'entreprise, eh bien, c'est bien de lui expliquer ces règles-là, et voir aussi peut-être, lui, communiquer aussi, des, procédures qui sont peut-être plus spécifiques sur les cadeaux et les invitations, sur les opérations de mécénat et de parrainage, et cetera. Dans une certaine mesure, on en a parlé aussi, il est, important que le tiers, puisse vérifier, l'intégrité des sous-traitants avec qui, il travaille, et pouvoir vous en informer surtout. Alors, si on passe à la slide suivante maintenant, là vous avez des mesures qui sont, moins formelles et qui sont très importantes. Alors vous avez au milieu, une des mesures les plus importantes en matière de maîtrise des risques qui est le suivi renforcé des transactions financières. Évidemment, il est important, il est même essentiel d'avoir une, visibilité, complète, toutes les transactions, de tous les paiements reçus, ou effectués dans le système comptable. De manière générale, un système comptable, robuste, de qualité, favorise, la prévention et la détection de la corruption. Et sur ce sujet-là, sachez que l'AFA a publié un guide pratique qui s'adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur, taille ou leur secteur d'activité. Donc je vous invite, à le consulter. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de pouvoir surveiller, en continu les transactions, avec le tiers et de mettre en place, des contrôles, spécifiques, dans la comptabilité, pour vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie, pour vérifier qu'il n'y a pas, des opérations qui soient enregistrées, pour, masquer des faits de corruption ou, des opérations qui soient enregistrées, sans, justification, réelle, ou économique. Alors excusez-moi, je vais un peu vite, mais je tiens vraiment à finir cette slide-là parce que, c'est vraiment, essentiel, pour pouvoir bien maîtriser les risques, avec les tiers. Il est aussi, important de pouvoir s'interroger sur des mesures, enfin sur des contrôles spécifiques qui peuvent être mis en œuvre en dehors même de, la comptabilité.
Et donc là, donc tout ça s'inscrit en fait dans un dispositif de contrôle interne général. Et là, il y a plusieurs pistes. On peut mettre en place des contrôles, après, en fonction d'une fréquence prédéfinie ou pas, sur les notes de frais des salariés, des opérationnels qui sont en lien avec les tiers risqués, sur les registres qui sont tenus, si c'est le cas, et j'espère que c'est le cas, sur les cadeaux et les invitations, mais également aussi sur les conflits d'intérêts et sur les représentants d'intérêts. Il peut aussi exister d'autres contrôles qui peuvent être mis en œuvre. C'est aussi à l'entreprise de les définir au regard de ses risques et de son activité. Il existe aussi des mesures internes qui peuvent être mises en place euh, pour sécuriser au mieux le respect des règles en interne. C'est-à-dire que dans ces mesures-là, on peut mettre en place, par exemple, des modalités de visa, un contrôle hiérarchique systématique des opérationnels en lien avec les tiers à risque, une vérification des conflits d'intérêts, une rotation régulière de portefeuille, par exemple des commerciaux et des acheteurs, la mise en place d'une procédure de déport pour les personnels les plus exposés au risque de corruption, instances dirigeantes, acheteurs, commerciaux, les personnes qui ont un pouvoir décisionnel fort dans l'entreprise, les personnes qui travaillent sur les projets d'investissement, notamment pour les fusions-acquisitions, etc., etc. Et je voulais également, en passant à la slide suivante, vous indiquer que, mais je l'ai déjà dit, que toutes ces mesures s'inscrivent pleinement dans un système pour atténuer au mieux les risques, que ces mesures-là doivent être bien suivies, doivent être mises à jour régulièrement, et aussi pour toutes les questions qu'on peut se poser, pour toutes les difficultés qu'on a pour obtenir des informations auprès des tiers ou pour obtenir l'accord du tiers sur des clauses contractuelles, eh bien sachez que le manque de coopération du tiers ou la rétention d'informations du tiers constitue eh bien un signal d'alerte élevé qu'il convient de prendre en fait en compte dans la mise en place de ces mesures de vigilance. Alors j'ai bien conscience que c'est un sujet assez complexe et assez dense. J'espère que c'était assez clair pour vous tous. Je vais maintenant répondre aux questions. N'hésitez pas si vous en avez, il nous reste quelques minutes. Sachez aussi que vous pouvez nous écrire sur notre adresse mail. On reçoit des questions de particuliers, conseils, entreprises, etc. Mais vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas à l'aise, adresser vos questions à Émile, puisqu'on était quand même sur un webinaire assez dense. Donc peut-être que vous aurez des questions supplémentaires par la suite. Et n'hésitez pas à les envoyer à Émile qui me les communiquera. Et donc, vous n'êtes même pas obligé d'indiquer en fait quelle entreprise vous êtes, etc. Ça peut être de manière anonyme. Alors, je vais prendre maintenant les questions supplémentaires. Y a-t-il des clauses contractuelles anticorruption type? Alors, nous, à l'Agence française anticorruption, nous ne proposons pas des modèles de clauses contractuelles anticorruption, mais aujourd'hui, il en existe de plus en plus, donc je pense que vous pourrez facilement retrouver des exemples en source ouverte. Comment identifier les conflits d'intérêts potentiels? Grande question, merci pour cette question. Alors, je ne vais pas avoir le temps d'y répondre, mais sachez que le premier webinaire portait sur les cadeaux, les invitations et les conflits d'intérêts. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder le replay du premier webinaire. Et sinon, sachez aussi que l'AFA a publié un guide pratique sur ce sujet qui est vraiment très pédagogique à destination des entreprises que vous pourrez retrouver sur le site de l'AFA et qui explique concrètement comment identifier un conflit d'intérêt potentiel et ou avéré.
Alors, qu'entendez-vous par représentant d'intérêt, s'il vous plaît? Ceux qui ont des liens particuliers qui pourraient être, à risque. Alors, c'est un peu plus complexe que ça va au-delà de ça. Sachez que, la loi Sapin 2 a créé l'obligation justement d'un registre de représentants d'intérêt, qui est public, et qui est notamment donc, tenu par la HATVP, qui est la Haute Autorité pour, la transparence, pardon, de la vie publique. Et du coup, il y a pas mal de enfin, ils ont publié des guidelines sur le sujet. Donc je vous invite, pareil à consulter cette documentation-là, qui est très facile, qui est accessible très facilement, et donc en source ouverte et qui pourra, je pense, répondre à votre question. Alors, je continue sur les autres questions. Y aurait-il une trame pour réaliser un code de conduite? Alors, l'AFA ne propose pas de modèle de code de conduite à date, mais pour tout vous dire, elle s'est interrogée quand même sur, peut-être, un jour, en tout cas, proposer pas forcément un modèle, mais des un comment dire? Un déroulé ou des exemples de ce que pourrait conduire le code de conduite. Par contre, de manière un peu plus succincte, mais qui peut être très, très intéressant, pour vous, sachez qu'il y a une fiche pratique dans le guide, de l'AFA à destination des PME et des ETI, sur comment élaborer et mettre en œuvre un code de conduite, et notamment il y a quelques bonnes pratiques sur son contenu. Donc je vous invite à consulter cette fiche-là du guide pratique, à destination des PME et des ETI sur le site de l'AFA. Alors, une autre question. Peut-on avoir plusieurs groupes homogènes de tiers, mais évalués de la même manière? Ou est-ce que le niveau d'évaluation doit aller crescendo? Alors, merci pour cette question. Alors, l'idée ici, c'est vraiment déjà de pouvoir regrouper, ces tiers en plusieurs groupes en fonction de, certains, critères de risque. Donc vous pouvez, tout à fait, après avoir fait cet exercice-là, décider que vous les évaluez de la même manière, tout à fait. Mais en fait, l'exercice est quand même là pour justement, qu'ils ne soient pas évalués de la même manière. L'idée de les regrouper par critères, c'est justement de se dire: «Bon, bah, alors voilà, eux, je sais déjà qu'ils représentent un risque fort, donc voilà ce que je vais faire. Eux, ils représentent un risque faible, donc je vais peut-être pas, aller remonter la chaîne actionnariale de tous ces tiers-là», et cetera. Donc c'est aussi dans une démarche d'approche par les risques, d'optimisation des ressources, et cetera. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut, vraiment pouvoir, s'interroger assez rapidement sur le niveau de risque que présentent ces tiers-là pour mettre en place des mesures d'atténuation des risques, par la suite. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, j'ai répondu à l'ensemble, des questions. Tout à fait. Merci beaucoup, à tous pour votre, écoute. J'espère que, cette présentation, a été claire, mais également qu'elle vous a été, utile. N'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires, encore une fois, vous pourrez les adresser, à Émile. Et sachez aussi que vous pouvez tout à fait, nous écrire, sur notre adresse mail, générique, qui est afa@afa.gouv.fr. On répond, à toute problématique, juridique ou technique que peuvent rencontrer les entreprises. Merci beaucoup, Angélique. Timing parfaitement respecté. C'est super. Peut-être juste avant de conclure, deux mots. Premièrement, on a un petit questionnaire de satisfaction, comme à chaque fois, ça prend vraiment quelques secondes pour le remplir. Donc, si vous avez le temps de le faire, ça nous serait extrêmement utile. Je vais le lancer tout de suite. Alors, voilà, donc vraiment quelques secondes, si on avait la possibilité, ça nous serait très utile. Peut-être juste avant de conclure, aussi un point qu'on trouvait intéressant à soulever sur les mesures de vigilance, parfois vous entendez de diligence raisonnable.
vu qu'on en parle également dans d'autres ateliers qu'on fait au sein du Pacte mondial Réseau France, en matière de protection des droits de l'homme, en matière de protection de l'environnement, donc ici, dans le cas présent, en matière de lutte contre la corruption. En fait, si vous êtes une PME, vous avez évidemment des contraintes en matière de ressources humaines et financières. Donc, pensez évidemment être pragmatique. Si vous identifiez des tiers à risque sur un sujet particulier, ayez aussi en tête que ce tiers peut être à risque sur d'autres sujets, que ce soit sur les droits de l'homme ou sur la protection de l'environnement, par exemple. Donc voilà, essayez peut-être d'avoir une approche globale. Ça peut être un bon moyen justement de ne pas faire des ateliers doublons ou en tout cas de ne pas perdre de temps, d'avoir une approche globale d'identification des risques sur ces différents volets, sur ces différents sujets, et donc des mesures, comme le précisait Angélique, adaptées également en fonction des niveaux de risque identifiés. Voilà, ça peut être une approche assez pragmatique et pertinente pour les entreprises de moyenne et petite taille. Sur ce, merci beaucoup Angélique pour ce cycle, c'était très intéressant. Je pense que les participants ont beaucoup appris. Il y a eu beaucoup de questions en tout cas, donc ça a suscité, je pense, un intérêt assez significatif. Merci à tous les participantes et les participants qui nous ont suivis pendant ces 3 cycles de formation à la lutte contre la corruption. Encore une fois, il y a beaucoup de ressources qui sont proposées par l'AFA. N'hésitez pas à aller consulter les guides, notamment qui sont extrêmement bien faits. Et encore une fois, comme l'a précisé Angélique, vous pouvez directement contacter l'AFA à l'adresse qui s'affiche ou me contacter directement et auquel cas je transférerai le message à Angélique. Voilà, voilà pour tout. Je pense qu'on a tout dit. On a respecté le timing en tout cas. Et encore une fois, merci beaucoup Angélique. Merci beaucoup à vous pour l'organisation de ces trois webinaires et merci à tous pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée.